Emmanuel Macron a peut-être son poste de télévision, comme on disait avant, branché sur cette rentrée parlementaire. Qu'est-ce qu'il fait là, Emmanuel Macron, à votre avis? Il consulte, il essaye de bricoler, de constituer. Quand je dis bricoler, c'est un petit peu négatif, mais parce que l'enjeu est très important, il s'agit de trouver une majorité au Parlement. D'après ce que l'on sait, le calendrier de l'Assemblée est très important dans la constitution des groupes. Donc, indépendamment de l'agenda présidentiel qui est plutôt international à partir de demain, on peut penser qu'il attendra, sans se précipiter, il attendra la constitution des groupes parlementaires à partir de la semaine prochaine. La date fatidique, c'est le 18 juillet avec la distribution des différentes fonctions de l'Assemblée nationale. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il aura probablement la possibilité de proposer un nom en fonction aussi du calendrier du nouveau Front populaire. On est dans une situation inédite. Rappelez-vous quand il a réfléchi, après sa réélection, à la constitution d'un nouveau gouvernement, et puis, une fois passé l'étape borne, la constitution d'un second gouvernement ou d'un second Premier ministre avec Gabriel Attal, après le passage de Castex. On a compris qu'il prenait son temps, même dans des circonstances qui lui étaient plus favorables. Donc il est assez légitime aujourd'hui, compte tenu de l'incertitude qui règne sur le plan politique, qu'il prenne son temps, qu'il consulte et qu'il réfléchisse. Il avait mis, vous nous le rappelez, un mois à passer effectivement, de Jean Castex. Il y a une donnée qui est importante, c'est les Jeux Olympiques. A-t-il envie de se retrouver avec un nouveau gouvernement fraîchement constitué, au ministère de l'Intérieur, avec un ministre de l'Intérieur issu des rangs du nouveau Front populaire? Est-il en situation de pouvoir accepter cette contrainte-là ou souhaite-t-il passer et enjamber les Jeux Olympiques pour se donner encore un peu plus de temps? Vous l'avez dit, un mois, mais peut-être plus dans les circonstances actuelles. Je lisais ce matin, et on va lire, Julien Boudon, constitutionnaliste, qui dit qu'il y a un risque quand même de faire durer. On va le lire. Si le chef de l'État essaie de jouer la montre, par exemple, le temps que les JO soient passés, l'Assemblée nationale sera en mesure de voter la censure. La censure de Elle pourrait, à partir du 19 juillet, peut-être même du 20, faire tomber Gabriel Attal. Oui, mais quel est l'intérêt? Enfin, nous sommes dans des négociations de... Non. Vous pensez que c'est un droit que... Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Précieuse pour l'utiliser au détriment de Gabriel Attal, qui n'a plus... qui n'est plus le qui gère les affaires courantes. Olivier Roucan. Trouver une majorité également pour voter. Même le Rassemblement national, qui pourrait refuser au départ de l'adopter. Ah ben, je peux plus y aller. Le temps est parlementaire, là. Le temps est parlementaire. Ils ont aussi besoin de temps, les parlementaires, pour que ça se décante au sein des assemblées. On a parlé de reconfiguration des groupes. Il faut qu'on s'habitue à une sorte de fluidité, de recomposition, un jeu brownien à l'Assemblée. Même les groupes qui vont se composer là dans les semaines. Il faut se rappeler du fonctionnement des 3e et des 4e Républiques. Il y a aussi cette notion qui existait à l'époque lors du Front populaire du soutien sans participation. On peut avoir un groupe qui soutiendra, décidera de ne pas censurer, mais qui ne sera pas intégré au gouvernement. Mathilde Panot, qui arrive, vous le voyez, comme nous, Olivier, et qui embrasse les parlementaires. Aurélie Trouvé à sa gauche. Voilà, d'autres figures du groupe LFI. La gauche va, en tout cas c'est son ambition, proposer un nom en disant voilà, ça c'est le Premier ministre que vous devez nommer. Il n'y a aucune obligation qui est faite au président de la République de prendre ce nom et de le nommer à Matignon. Non, il n'y a aucune obligation. Je pense que l'enjeu, c'est est-ce que lui a une alternative, en fait. C'est pour ça qu'il a besoin de prendre du temps. Moi, je pense qu'une expression sera quand même nécessaire, parce que sinon, on a quand même le sentiment d'un espèce de jeu en coulisses assez loin de la transparence qu'on peut attendre et de l'apaisement, quand même, dans un pays qui est très polarisé, dans une assemblée qui va être aussi très clivée. Le rôle du président de la République, c'est certes de se vivre comme chef de la majorité, mais institutionnellement, ça n'est pas son rôle. Et c'est aussi ça, le parlementarisme qu'il faut apprendre, c'est qu'il est censé être quand même un petit peu en retrait et plutôt un facteur de simplification et d'apaisement que d'être toujours dans cette espèce de tentative un peu manœuvrière. Donc moi je pense il peut y avoir, les deux peuvent exister, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, la simplicité, c'est quand même de dire au nouveau Front populaire, tentez votre chance, moi j'y crois pas, peut-être que c'est très compliqué, et derrière prendre acte de ça, c'est ça qui lui donne une légitimité pour dire on constitue autre chose. Mais arriver dès maintenant en disant le nouveau Front populaire, vous circulez
circulait, honnêtement, je pense que ce serait vécu par une majorité de Français comme une forme de déni de démocratie. Mais quand même. ce serait une défaite pour le nouveau Front populaire Ce serait une défaite, ce serait une tension, en tout cas peut-être inutile dans le pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je crois que, comme l'a dit Pierre Giacometti, effectivement, Emmanuel Macron attend bien sûr le 18 juillet pour voir, au fond, ce qui ressort de la composition des groupes. Est-ce qu'il y en aura des nouveaux? Est-ce que ça va se fracturer ou pas, etc. On reconnaît Louis Boyard à l'antenne, qui a été réélu député, pardon. Oui. Et donc, autrement dit, il attend pour évaluer un peu les rapports de force en présence à l'Assemblée nationale. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas seulement ça. Je me demande s'il n'attend pas non plus que ça décante, parce qu'il a dans l'idée, semble-t-il, que, bien entendu, pour le moment, effectivement, c'est plutôt la gauche qui a un rapport de force pour elle. Lui, il a quand même perdu 80 députés. Mais peut-être pour que... on prenne aussi en compte les messages qui ont été envoyés au premier tour, c'est-à-dire par les électeurs du Rassemblement national, oui, et de par droite, exemple, et de droite. Et qu'il en fasse quoi? Est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir, parce qu'on sait que les Républicains sont dans une situation un petit peu compliquée quand même, dans la mesure où un certain nombre d'entre eux ont été élus grâce au désistement ou de la gauche ou d'ensemble. Et alors? Et donc, il pourrait y avoir peut-être quelques-uns. Alors, évidemment, ça rentre pas dans le cadre d'une coalition avec un contrat de gouvernement avec la droite, bien entendu, mais ça peut être quelques députés de droite une poignée. Mais ça donne une coloration plus, moins purement et uniquement à gauche. Mais dans vos calculs, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre à chaque fois. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est inextricable cette affaire. Et le président, puisque pour revenir un peu sur ce thème, on va avoir affaire à un président parlementaire. C'est-à-dire un président beaucoup plus en retrait que ce que l'on a jusqu'à présent observé, surtout avec Emmanuel Macron. Mais sous la Ve République, contrairement au 3e et 4e, le président, il garde des pouvoirs propres, notamment celui de nommer le Premier ministre, mais aussi la dissolution et le référendum. Et puis évidemment les pouvoirs spéciaux. Donc c'est un pouvoir parlementaire, un président parlementaire qui a quand même des pouvoirs propres qu'il peut utiliser à des temps bien choisis, mais il sera beaucoup plus en retrait qu'il ne l'a été. Oui, et il a une capacité à arbitrer peut-être dans la composition et les nominations, notamment des premiers ministres successifs auxquels on va avoir lieu. Il est quand même assez silencieux. Ça fait depuis le soir du premier tour, Pierre, l'omniprésent président de la République qui multipliait les messages sur tous les supports possibles et imaginables, plus de son, plus d'image, en tout cas plus de son. Et là, il n'a rien dit encore. Il est en pleine mutation, Emmanuel Macron. Non, mais il faut revenir vraiment à la situation exceptionnelle et incertaine dans laquelle on est. Pour parler, il faut avoir quelque chose de construit et de précis à dire. Les leçons de M. Pilan. On peut imaginer que le moment venu, lorsqu'il aura choisi une solution, en tout cas une première solution, il s'adressera aux Français, mais on peut considérer qu'il est assez légitime de sa part de ne parler que quand véritablement les premiers chemins s'éclaircissent sur la constitution d'une possible majorité. Donc le timing, on peut considérer qu'entre ce déplacement à Washington, son retour et la semaine prochaine, qui est une semaine cruciale pour l'Assemblée, et puis n'oublions pas la perspective des Jeux Olympiques le 26 juillet, ça laisse une fenêtre de tir pour parler aux Français à ce moment-là et pour dire quelque chose, mais on peut comprendre qu'il n'ait pas eu envie de se précipiter pour très vite se faire contredire et pour rentrer dans un jeu politique qui, comme et Olivier Faure dit, comme Jonathan Peterson tout à l'heure, Jonathan, il faut qu'il admette sa défaite. C'est incroyable qu'il ne l'ait pas encore admise. Vous trouvez? Mais je pense qu'il n'a pas. Enfin, il considère qu'il y a 3 blocs. Il semble satisfait de cette situation. S'il avait pris la parole dès dimanche soir, on écoute Olivier Faure. Carole, et vous nous le dites. Il ne pouvait qu'acter la défaite. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons chercher à la fois tout simplement à ce que le président reconnaisse sa défaite, parce que si personne n'a complètement gagné, on sait qui a perdu. Au premier tour, c'est la majorité sortante. Au deuxième tour, c'est l'extrême droite. Et il y a une force que les Français
ont placé en tête, c'est le Front populaire. Donc cette force-là a maintenant une immense responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit à la fois être responsable et suffisamment humble pour reconnaître le fait qu'elle n'est pas majoritaire absolue. Donc il faut qu'Emmanuel Macron reconnaisse sa défaite. Vous dites qu'il aurait pu le faire le soir même, maintenant... Non, je dis que s'il avait pris la parole dès dimanche soir, il ne pouvait faire qu'une seule chose, c'était acter la défaite. Et manifestement, il n'en avait pas très envie. Donc effectivement, il préfère attendre pour ensuite évaluer les rapports de force politique, voir comment ça évolue. Mais dans sa tête, il n'a pas perdu. Dans sa tête, il n'a pas perdu. Dans sa tête, il propose aux Français, il décide le soir des Européennes de dissoudre l'Assemblée nationale pour clarifier. Oui. Son objectif, c'est de demander aux Français, vous avez mis le Rassemblement national en tête aux Européennes, c'est un vote sanction, c'est le propre des scrutins intermédiaires. Maintenant, je vous redonne la parole pour me dire si vous souhaitez désormais, non pas simplement sanctionner, mais leur donner le pouvoir. Et il peut parfaitement... On peut considérer que c'est ambigu et que c'est dur en même temps, mais c'est le président de la République, de dire, oui, certes, objectivement, ma majorité sortante n'est plus majoritaire, mais mon objectif, c'était de demander aux Français si le Rassemblement national devait gouverner ce pays, et la réponse est non. Donc, de son point de vue, du point de vue stratégique et tactique, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la clarification. Non. C'est un vote sanction. Alors qu'on n'a jamais eu un brouillard aussi épais. Vous interprétez... En fait, la question n'a jamais été posée. Je dis simplement ma phrase. Il a dit clarification. Maintenant que la seule réponse claire, c'est non. C'est pas son avis, c'est ce qu'il pense que Emmanuel Macron pense. Oui, mais comme Macron, moi, ce que je dis, c'est que chacun peut entendre empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Il a gagné. Non, mais il a gagné. Ça, c'est interprétatif. C'est-à-dire derrière le mot clarification, il n'a jamais dit quelle clarification il attendait. Je suis d'accord avec vous qu'il y avait la clarification post-européenne en disant si vous voulez leur donner les clés du pouvoir, alors allez-y. Première question. Deuxième question, et toute la campagne de Gabriel Attal, elle est sur cette thématique-là, c'est nous sommes le seul camp raisonnable, donnez-nous la majorité alors qu'on en a été privé en juin 2022. À ce titre-là, je rappelle la phrase de Gabriel Attal qui a dit en janvier, le président m'a nommé, je vous demande de m'élire. Donc de trouver une légitimité dans cette élection pour poursuivre l'action engagée depuis 2022. Là, on est quand même avec une majorité qui a 20% au premier tour et qui, si elle se retrouve à 150 ou 160 députés, et surtout parce que c'est la force qui a le plus profité du Front républicain. Donc on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit absolument au centre du jeu. Et je pense que s'il se perçoit comme le chef de la majorité, celui qui doit trouver les moyens de créer une nouvelle majorité, il se trompe totalement par rapport au moment parlementaire qu'on est en train de vivre. C'est aux forces représentées au Parlement de la majorité de faire ce travail-là.